Bonjour à tous, je m'appelle Michael Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour voir avec vous quelque chose qui fait partie de notre quotidien, l'évaluation initiale et de la réponse au traitement en oncologie. Alors on va parler d'oncologie thoracique, de cancer du poumon. Dans le cancer du poumon, pour arriver à suivre la réponse à une thérapeutique, eh bien l'imagerie et tout particulièrement le scanner, généralement thoraco-abdominopelvien ou cérébro-thoraco-abdominopelvien, est essentiel puisque c'est sur cette imagerie que l'on va pouvoir faire le bilan initial, donc analyser où sont les lésions, quelle est la taille des lésions, quelle est la charge lésionnelle, et c'est sur la répétition de ces imageries qu'on va pouvoir évaluer en partie la réponse au traitement. Je vous propose donc de voir ceci sur un cas tout à fait classique puisqu'il s'agit d'un homme fumeur qui présente une altération de l'état général avec des hémoptysies. En première intention, une radiographie thoracique est réalisée. Cette radiographie thoracique est pathologique. Elle montre une surélévation de la coupole diaphragmatique du côté gauche. Elle montre également la présence d'une masse du côté gauche et d'un élargissement du médiastin. Face à cette radiographie pathologique, un scanner est réalisé. Le scanner également montre une masse lobaire inférieure gauche. Une biopsie sous contrôle scanographique est réalisée. Cette biopsie, vous voyez l'aiguille ici, va ramener du matériel venant de la lésion lobaire inférieure gauche qui sera analysé par le pathologiste qui permettra de confirmer le diagnostic d'adénocarcinome. Avant de débuter le traitement, le patient va avoir notamment entre autres examens, un scanner cérébral et thoraco-abdominopelvien de référence. C'est ce qu'on appelle le baseline, l'examen avant traitement, sur lequel on va pouvoir identifier la charge lésionnelle oncologique et qui sera utilisé pour le suivi. C'est ce scanner que je vous propose de regarder ensemble. Alors, il n'y a pas de particularité au niveau du protocole d'acquisition. Il s'agit d'un protocole généralement avec injection sur un temps veineux parenchymateux, donc un scanner thoraco-abdominopelvien généralement de 70 à 90 secondes après injection et un scanner cérébral environ 3 minutes après injection. Il y a parfois quelques particularités selon les centres, mais globalement, c'est quelque chose comme ça. Alors, on va commencer par l'analyse du scanner cérébral. Il s'agit d'un scanner cérébral injecté à un temps veineux relativement tardif, qui nous permet de voir évidemment les sinus veineux, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on va rechercher, c'est s'il y a des localisations secondaires au niveau parenchymateux cérébral. Donc, on va rechercher des prises de contraste pathologiques, que ce soit au niveau cortical ou au niveau sous-cortical au sein de la substance blanche. On va rechercher aussi la présence d'un effet de masse, c'est-à-dire une déviation de la ligne médiane ou un déplacement des structures ou un effacement de certaines structures. On va aussi rechercher la présence d'un œdème au sein du parenchyme cérébral qui sera traduit par des hypodensités. Donc évidemment, c'est de l'analyse tout à fait basique, je ne suis pas neuroradiologue, donc sur de l'analyse basique de scanner cérébral, là ici, on ne voit pas de prise de contraste pathologique, il n'y a pas d'effet de masse, il n'y a pas d'œdème, il n'y a pas de thrombophlébite cérébrale. Ne jamais oublier, c'est très important de toujours vérifier en fenêtre osseuse pour rechercher s'il y a des lacunes au niveau de la voûte crânienne ou au niveau de la base du crâne, ce n'est pas le cas ici. Donc scanner cérébral, pas de localisation secondaire. On passe maintenant sur le scanner thoraco-abdominopelvien. Vous voyez, il s'agit d'un scanner qui a été acquis à un temps veineux. Il commence au niveau cervical bas et il se termine au niveau de la racine des membres inférieurs. Donc à l'étage thoracique, qu'est-ce qu'on va rechercher? Eh bien, on va rechercher différentes localisations. Donc, vous le voyez ici, vous avez une ascension de la coupole diaphragmatique droite. Si vous avez un doute, vous reconstruisez simplement en frontale, en coronale, et vous le voyez très bien ici, l'asymétrie de hauteur de la coupole diaphragmatique. Ça, c'est la hauteur normale, ça, c'est une hauteur pathologique. Donc, cette ascension de la coupole diaphragmatique, elle est liée à une paralysie diaphragmatique, et on verra que cette paralysie diaphragmatique est secondaire à un envahissement du nerf phrénique sur son trajet habituel. Donc, revenons en coupe axiale, qui sont les coupes habituelles. Nous avons cette ascension de la coupole diaphragmatique, nous avons une atelectasie là ici en basse gauche, nous avons une petite lame d'épanchement en basse gauche et nous voyons ici une structure pathologique tissulaire.
Vous voyez que la densité est franchement différente de celle de l'atelectasie adjacente, et ça c'est très important, puisque si on serre un petit peu la fenêtre, l'atelectasie va se rehausser de manière homogène, alors que la structure tumorale, elle, va se rehausser de manière hétérogène avec un centre globalement nécrotique, hypodense, et ça c'est très important pour faire le distinguo. Donc cette structure tumorale, c'est une masse, si on la mesure dans son plus grand diamètre, vous voyez qu'elle fait environ 49 mm de plus grand diamètre, on est clairement face à une masse. Cette masse a des contours irréguliers. Ces contours irréguliers, quand on les regarde en fenêtre parenchymateuse, ils peuvent apparaître discrètement spiculés. Cette masse a un large contact pleural, qui explique d'ailleurs la petite réaction pleurale avec minime lame liquidienne, et cette masse est hétérogène, partiellement nécrotique. Donc ça, c'est la première lésion, c'est la lésion tumorale primitive. On va voir qu'il y a au niveau du médiastin d'autres lésions. Vous avez ici une masse gangliotumorale médiastinale antérieure latéralisée à gauche. Vous le voyez, tissulaire, hétérogène, elle prend le contraste avec un centre nécrotique. S'agissant d'une masse ganglionnaire, on va mesurer son petit diamètre, environ 30-31 mm. C'est probablement cette masse qui est à l'origine de l'ascension de la coupole diaphragmatique. On a aussi d'autres adénopathies en hilaire, vous en voyez une ici notamment, avec un petit diamètre environ 17 mm. Vous avez aussi des adénopathies sous-carinaires. Vous avez ici une adénopathie médiastinale antérieure et supérieure située entre l'artère sous-clavière gauche et l'artère carotide commune gauche. Vous la voyez ici, elle est hétérogène, elle est tissulaire, elle est nécrotique et elle a un petit diamètre d'environ 21 mm. Alors dans les artères ganglionnaires à vérifier, il faut toujours regarder au niveau jugulo-carotidien et au niveau sous-clavier si vous n'avez pas des adénopathies, ainsi qu'au niveau axillaire, à gauche comme à droite. Là ici, de ce côté-ci, il n'y a pas d'adénopathie au niveau axillaire. Il y a quelques formations ganglionnaires là ici en paratrachéal ainsi qu'en hilaire contralatéral. Tant qu'on est sur une fenêtre médiastinale, on va vérifier les épanchements. Donc on a dit une lame liquidienne du côté gauche, il y a une petite lame liquidienne du côté droit avec une petite atelectasie. Il n'y a pas d'épanchement péricardique, vous voyez le péricarde ici qui est fin. Alors on passe en fenêtre parenchymateuse et on va analyser le reste du parenchyme à la recherche notamment d'autres lésions nodulaires plus à distance de la lésion primitive lobaire inférieur gauche. Vous le voyez, alors on peut zoomer un petit peu pour mieux voir. Vous voyez qu'il y a quelques petites structures hypodenses au sein du parenchyme pulmonaire qui correspondent à des bulles d'emphysème. Vous en voyez quelques-unes ici notamment. Donc ces lésions d'emphysème sont assez modestes, elles ne sont pas extrêmement importantes, mais elles sont présentes. Alors ça, il n'y a pas forcément de corrélation entre la sévérité des lésions d'emphysème et la probabilité d'avoir un cancer. Et pareil, il n'y a pas forcément de corrélation absolue entre la quantité d'exposition au tabac, donc le nombre de paquets à nez, et la sévérité de l'emphysème. C'est aussi fonction de susceptibilité personnelle. Et donc, vous pouvez avoir des patients qui ont fumé pendant longtemps avec un nombre de paquets à nez élevé, qui ont un emphysème qui reste modéré, mais qui peuvent tout à fait faire un cancer. Donc c'est ici le cas, l'emphysème finalement est assez modeste. Vous voyez, il n'y a même pas d'épaississement significatif des pores bronchiques ou d'impaction mucoïde, qu'on n'a même pas trop de signes de bronchite chronique, mais malheureusement, le patient a fait la complication la plus redoutée du tabagisme. Donc là, ici, au niveau parenchymateux pulmonaire, on n'a pas de localisation secondaire, il n'y a pas de foyer infectieux. Donc, passons maintenant à l'étage abdominopelvien. Qu'est-ce qu'on va regarder? Avant tout, les sites dans lesquels métastase en priorité le poumon. Alors le poumon, ça peut métastaser absolument partout, mais clairement, le tropisme avant tout à l'étage abdominopelvien, il est pour les surrénales. Et vous voyez ici une volumineuse masse tissulaire nécrotique, hétérogène, qui envahit la loge surrénalienne gauche et qui correspond à une métastase surrénalienne gauche. Alors pareil, sur cette métastase, on va mesurer le plus grand diamètre. Vous voyez, on est au minimum à 63 mm. Vous avez ici une lésion tissulaire qui est un petit peu moins hétérogène, un peu plus homogène, discrètement nécrotique au sein de la loge surrénalienne droite que l'on mesure à 30 mm et qui est une métastase surrénalienne droite. Nous voyons aussi également de multiples adénopathies digestives, notamment une ici en hilaire hépatique, partiellement nécrotique, en arrière du tronc porte, que l'on mesure à 21 mm de petit diamètre. Plusieurs autres adénopathies, là ici, rétropéritonéales et latéro-aortiques de plus petite taille.
Regardons ce qu'il se passe au niveau hépatique. Vous voyez une première lésion hypodense ici et une seconde lésion hypodense très hétérogène ici. Donc au niveau hépatique, c'est parfois difficile de faire le distinguo entre ce qui correspond à des localisations secondaires versus des lésions bénignes primitives qui sont fréquentes au niveau hépatique, que ce soit des kystes biliaires, des hémangiomes, un adénome, etc. C'est des lésions fréquentes et parfois au scanner, on ne peut pas vraiment faire la différence. Ici, il n'y a pas de doute, vous avez des contours bien irréguliers. Vous voyez ici, c'est très irrégulier. Vous avez un centre qui est hypodense nécrotique, une périphérie qui est tissulaire. Ça, c'est une localisation secondaire. Et quand on mesure son plus grand diamètre, on a environ 34 mm pour cette lésion qui se situe à hauteur du segment 4. Et pour cette autre lésion dans la région du segment 2, on est à 23 mm. Regardons s'il y a d'autres localisations secondaires au niveau hépatique. Nous n'en voyons pas. Alors, c'est pas fini, malheureusement. Là, ici, vous voyez, on a une tronodradénopathie nécrotique également dans la région hilaire hépatique, avec un petit diamètre à près de 17 mm. Nous avons aussi de multiples localisations secondaires au niveau rénal. Vous le voyez ici, une masse très hétérogène du cortex rénal gauche. Cette masse a des contours qui sont irréguliers, qui sont difficiles à mesurer. Alors grossièrement, si on essaye de prendre un grand diamètre, ce serait environ 64 mm. Vous avez une autre masse ici similaire au pôle inférieur du rein gauche. Vous voyez 33 mm avec des contours irréguliers, un centre hypodense nécrotique. Quand on regarde sur le rein contralatéral à droite, eh bien on a la même chose ici. Vous avez une structure qui est hétérogène, pareil ici. Alors au niveau des reins, c'est un petit peu la même problématique qu'au niveau du foie. Sur le rein, vous avez fréquemment des lésions qui sont tout à fait bénignes, notamment les kystes, qui peuvent prendre toute forme d'aspect au scanner. Là, ici, ce qui nous permet d'affirmer qu'il s'agit de localisation secondaire. Déjà, il y en a plusieurs ailleurs, donc on est face à une maladie métastatique, donc évidemment, toute lésion sera beaucoup plus probable d'être une métastase devant une maladie métastatique que si la maladie était uniquement localisée. Donc déjà, c'est un premier point, mais sur l'imagerie en elle-même, et si on prend cette lésion ici, vous voyez que les contours sont très irréguliers, que le contenu est hypodense tissulaire, avec des petites zones de nécrose à l'intérieur, et puis vous voyez que c'est quelque chose qui fait un effet de masse, qui va déformer les contours du rein. Là encore, si on regarde sur une reconstruction frontale et sagittale, vous le voyez là ici sur la reconstruction frontale, on n'est pas sur quelque chose qui est à l'intérieur du rein ou sur une cicatrice par exemple d'accident vasculaire, d'ischémie rénale. Non, on est sur quelque chose d'expansif et ça malheureusement c'est une métastase, pareil notamment sur d'autres lésions du côté gauche, du côté droit pardon, comme ici notamment. Qu'avons-nous d'autre? Nous devons aussi regarder la rate, qui, chez ce patient, est homogène et ne présente pas de lésion. Vous avez ici une petite rate accessoire au pôle inférieur. Nous devons regarder le pancréas. Le pancréas en lui-même ne présente pas de lésion. Vous avez les adénopathies qui sont adjacentes au pancréas, mais vous voyez que ce n'est pas une localisation pancréatique. Il faut regarder les adénopathies, on en a vu quelques-unes. Il faut regarder s'il y a ou non un épanchement intra-abdominal. Nous n'en voyons pas, notamment au niveau du cul-de-sac de Douglas. Il faut regarder s'il y a des localisations péritonéales. Donc là, on va chercher au niveau du mésentère, notamment au niveau du péritoine en antérieur. Nous n'en voyons pas. L'aorte est relativement normale, avec un peu d'athérome. La vessie est vide, la prostate est de relative petite taille. Voilà pour l'analyse viscérale. Dernier point, l'analyse osseuse. Donc nous allons regarder l'ensemble des pièces osseuses à la recherche de localisations secondaires qui vont se traduire par des lésions ostéolytiques. Alors là, ici, il y en a probablement une versus un kyste. Là, ici, vous voyez, on a une ostéolyse qui est présente. Là, ici, on a une fracture costale. Là, ici, clairement, on a une localisation secondaire avec une rupture corticale en antérieur. Alors pareil, au niveau osseux, c'est toujours mieux de céder des reconstructions sagittales pour bien
voir le rachis, hein, et vous voyez notamment sur cette vertèbre dorsale, hein, on a une localisation secondaire antérieure avec un tassement vertébral pathologique. Donc ce scanner cérébral et thoraco-abdominopelvien qui a été réalisé en baseline, donc juste avant l'initialisation du traitement, nous a permis d'une part d'avoir une idée de la lésion primitive, lobaire inférieur gauche, une masse, hein, plus de 4 cm, d'avoir une idée des métastases, hein, donc de l'extension de la lésion. Nous avons des adénopathies médiasténoïlaires, notamment une grosse adénopathie ou une masse gangliotumorale dans la région médiastinale antérieure gauche, hein, qui est à l'origine d'une atteinte du nerf vague avec une élévation de la coupole diaphragmatique. Nous avons de multiples autres adénopathies, notamment une adénopathie entre la carotide commune gauche et la sous-clavière gauche en médiastinale supérieure. Nous avons des lames d'épanchement de manière bilatérale et à l'étage thoracique, il n'y avait pas de nodule pulmonaire. À l'étage abdominopelvien, il y avait des métastases largement nécrotiques au niveau des deux surrénales, au niveau du parenchyme hépatique, au niveau des parenchymes rénaux, avec des adénopathies, notamment en hilaire hépatique. Et enfin, au niveau osseux, il y avait plusieurs localisations secondaires, dont une avec tassement vertébral pathologique sur une vertèbre thoracique. Donc ça nous a permis de faire le bilan initial. Le patient, suite à tout le bilan initial, va passer en RCP, etc. pour décision du meilleur plan thérapeutique. Et une thérapeutique est décidée chez ce patient. Alors je ne me rappelle plus si c'est de la chimiothérapie, de l'immunothérapie ou une combinaison des deux, hein, mais c'est une thérapeutique par voie générale. Il n'y a pas eu de chirurgie ou de radiothérapie envisagée. Et il y a une réévaluation par scanner qui est réalisée. Alors selon les protocoles, cette réévaluation, elle peut se faire à des intervalles plus ou moins réguliers. Parfois, c'est toutes les 4 à 6 semaines. Parfois, c'est toutes les 8 à 12 semaines. Parfois, c'est tous les 3 mois. Parfois, c'est tous les ans. Ça va vraiment dépendre des patients. Et ça, c'est vraiment propre à chaque protocole et à chaque patient. Par simplicité, je vais vous montrer une réévaluation qui a été réalisée environ 4 mois après l'examen initial. Et on va voir comment est-ce qu'on utilise le scanner pour comparer les deux examens. Commençons déjà par la réévaluation au niveau cérébral. Vous avez ici le scanner cérébral injecté de réévaluation, hein. Vous avez ici le scanner de référence baseline. Alors, bon, ça c'est mon petit dada, hein, mais déjà on peut comparer la qualité de l'image entre les deux examens. Je ne vous dis pas de quel constructeur il s'agit, on fait ça de manière totalement anonyme, mais simplement pour vous dire que là ici, sur l'ancien scanner, ce sont des reconstructions hybrides itératives classiques. Et là ici, sur l'examen de réévaluation, hein, donc le scanner de réévaluation, c'est une machine qui dispose de reconstruction assistée par intelligence artificielle, donc un débruitage avec du deep learning. Alors je vous laisse voir ce que vous préférez à l'étage cérébral. On peut le voir notamment sur la fosse postérieure, il y a quand même des améliorations qui sont significatives. En tout cas, pour ce qui nous intéresse sur la réévaluation pathologique, il n'y a pas d'apparition de localisation secondaire cérébrale au niveau, de localisation cérébrale, et ça reste inchangé comparativement au précédent. Passons maintenant à la réévaluation à l'étage thoraco-abdominopelvien. Alors on connaît déjà où sont localisées les lésions, hein, donc on va revoir ce que deviennent ces différentes lésions. Nous avons ici la lésion tumorale primitive de topographie lobaire inférieure gauche, hein. On va essayer de mesurer son plus grand diamètre. Voilà, c'est difficile à dire, mais globalement, on a l'impression d'avoir plutôt une régression en taille. Vous voyez que le caractère nécrotique est un peu plus marqué, que l'atelectasie adjacente, elle n'a pas trop bougé, que l'épanchement péricardial associé, lui, n'a pas trop bougé. Regardons ce qui est devenu la masse gangliotumorale en médiastinale antérieure. Voilà, quand on compare, on a effectivement l'impression d'une petite diminution de taille avec un caractère nécrotique un petit peu plus marqué. Et si on essaye de prendre un petit diamètre, voilà,
on a l'impression d'une diminution en taille. Alors là, ici, je fais les mesures relativement rapidement pour ne pas que la vidéo dure des heures. Hein. Mais effectivement, hein, quand on analyse un scanner dans le cadre oncologique, hein, les réévaluations se font de manière extrêmement rigoureuse. Hein. On va se positionner exactement au même endroit, on va faire les mesures exactement au même endroit, de manière à avoir quelque chose qui soit vraiment valable en termes de comparaison. Donc là, je regarde, c'est pour que vous voyez un petit peu et que vous compreniez la façon de procéder, mais clairement, en pratique, on fait de manière un peu différente. Nous avons notre volumineuse adénopathie en médiastinale antérieure et supérieure, qui, elle, a l'impression d'avoir augmenté de petit diamètre. Hein. Vous voyez, on était à 20, on passe à 22, 23 même peut-être, ou même 24, avec un caractère nécrotique hein, qui est nettement plus marqué. Il n'y a pas d'apparition d'autres adénopathies. Voilà, l'épanchement pleural du côté gauche est relativement inchangé, il n'y a pas d'apparition d'épanchement péricardique et on vérifie s'il y a une anomalie parenchymateuse pulmonaire qui est apparue. Ce n'est pas le cas. Descendons à l'étage abdominopelvien et cette fois-ci, regardons ce que deviennent les localisations secondaires surrénaliennes. Vous voyez qu'il y a une franche majoration en taille de la localisation surrénalienne du côté gauche, hein, avec un diamètre qui prend au minimum une bonne douzaine de millimètres, avec un caractère nécrotique franchement plus marqué. La lésion surrénalienne du côté droit a l'air d'être en légère diminution de taille, hein, elle faisait 30 mm, elle en fait plus de 26, hein, on n'a pas l'impression d'avoir un caractère nécrotique. Les localisations cérébrales, les localisations secondaires au niveau hépatique, notamment celles-là, sont en franche majoration de taille. Hein. Vous le voyez, avec un caractère nécrotique nettement plus marqué. Hein. Donc, il y a franchement une majoration de taille hein, sur la localisation qui était un petit peu plus haut située. Ici, et bien elle par contre, hein, on ne la retrouve plus. On a l'impression d'avoir eu une réponse qui est significative à ce niveau-là. En regard des adénopathies, il est hépatique, vous voyez que cette adénopathie ici est toujours présente, hein, avec une taille qui est peut-être en légère diminution. L'autre adénopathie qui était située à proximité du pancréas, ici, est toujours présente. Et enfin, les localisations secondaires rénales sont toujours présentes, avec peut-être une diminution de taille, en sachant que, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, sur l'analyse précédente, c'est que les contours étaient relativement irréguliers et difficiles à mesurer. Alors ce n'est pas fini, regardons au niveau osseux. Et là, au niveau osseux, eh bien, on voit apparaître de multiples localisations secondaires, déjà sur cette fenêtre médiastinale. Hein. Vous le voyez ici, hein, vous avez une lisse osseuse qui est présente au niveau de la iliaque. Alors rétrospectivement, effectivement, vous pouvez voir un petit quelque chose. Hein. Donc là, on a une progression qui est majeure. Vous avez ici, là aussi, une localisation secondaire à ce niveau-là. Même rétrospectivement, on peut se demander s'il n'y avait pas un petit quelque chose ici, mais franchement difficile. Et les localisations secondaires au niveau du rachis, là ici, vous voyez, difficilement visualisables initialement, qui se sont franchement majorées. Et quand on regarde sur une reconstruction sagittale, et notamment, puisque chez ce patient, on sait qu'il y avait des localisations secondaires vertébrales, hein, et donc on va vérifier l'évolution de ces localisations secondaires vertébrales, et bien, vous le voyez ici, on a une franche majoration de ces localisations secondaires avec, et ça c'est très important, sur cette vertèbre thoracique qui doit être du D6 si je me souviens bien, et bien une rupture du mur postérieur, de la corticale postérieure, avec une extension de la localisation tumorale en arrière vers la moelle. Alors là ici, quand on regarde à ce niveau-là en coupe axiale, vous le voyez, vous avez ici la localisation tumorale à l'intérieur de la vertèbre qui vient liser le mur postérieur de la vertèbre et qui va en arrière vers le fourreau dural, avec là ici quelque chose de potentiellement menaçant pour la moelle qui se situe à ce niveau-là. Donc là ici, il y a clairement une alerte hein, au niveau médulaire avec un risque de compression médulaire. On a aussi hein, sur le squelette périphérique eh bien, l'apparition de localisations aussi secondaires osseuses, hein, notamment sur les vertèbres. Donc, ce scanner réalisé quelques mois après, hein, on voit une évolution qui est dissociée.
Nous avons une régression partielle de certaines lésions, notamment la lésion primitive lobaire inférieur gauche. Nous avons une progression de certaines lésions, les lésions hépatiques, la lésion hépatique du segment 4, les lésions surrénaliennes. Nous avons une évolution difficile à cibler de certaines lésions, notamment les lésions rénales ou les lésions ganglionnaires. Et enfin, nous avons une progression franche et indiscutable de certaines lésions, en tout particulier les lésions osseuses, avec notamment cette métastase qui est dangereuse pour la moelle à hauteur de D6. Alors comment est-ce qu'on va raisonner une fois qu'on a tous ces éléments d'analyse scanographique à disposition? Eh bien, du côté radiologique, on va faire un compte-rendu qui va reprendre les différents éléments et on va essayer d'établir quelle est la réponse thérapeutique. Alors pour faire cela, il y a de multiples options. L'une des options qui est généralement retenue, c'est l'évaluation selon des critères standardisés, les critères RECIST. Alors c'est très compliqué. Je vous ai mis en même temps que cette vidéo un cours que j'avais fait pour le Collège des enseignants de radiologie de France sur l'évaluation des critères RECIST en oncologie thoracique. Si vous êtes radiologue, si vous êtes oncologue, vous pouvez aller le voir, c'est intéressant. Après, clairement, c'est quelque chose de compliqué. Parfois, même nous, on a du mal à pouvoir établir comment est-ce qu'un RECIST évolue. Ça a beaucoup de défauts, mais ça a au moins une qualité de standardiser l'évaluation de la réponse thérapeutique en oncologie. Alors, ce n'est pas spécifique à l'oncologie thoracique, c'est en oncologie quelle qu'elle soit, mais clairement, ça a cet intérêt. Donc, en RECIST, on va définir des lésions cibles sur le scanner initial avant traitement, des lésions non cibles, et on va suivre comment vont évoluer ces lésions cibles et non cibles sur le scanner de suivi. Alors ça va donner un tableau qui par exemple ressemble à ceci. J'espère que j'arriverai à vous intégrer le tableau. Et ce tableau, eh bien, on aura des mesures et de lésions cibles, des lésions non cibles, une somme des mesures pour les lésions cibles et puis une évaluation qualitative pour les lésions non cibles. Et en fonction de ceci, on va pouvoir établir s'il s'agit d'une maladie en progression, d'une maladie stable, d'une maladie en réponse partielle ou d'une maladie en réponse complète. Alors là, ici, je vous ai choisi ce cas parce qu'il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une maladie qui est multimétastatique. Vous avez la lésion primitive en lobaire inférieur gauche, mais vous avez aussi des localisations secondaires multiples partout ailleurs, en thoracique, en abdominopelvien, en osseux. Et donc ça, c'est intéressant puisqu'on ne va pas juste évaluer une lésion, mais la globalité. Et vous le voyez, bien souvent, la réponse, elle est un petit peu dissociée. C'est-à-dire qu'on a certaines lésions qui répondent, et puis d'autres lésions qui ne répondent pas, et d'autres lésions qui, au contraire, tendent à augmenter. Alors tout ça, évidemment, c'est à intégrer dans un tableau clinique plus global, mais là, ici, chez ce patient, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est la progression de certaines lésions, et notamment la progression indiscutable des localisations secondaires et du caractère tissulaire de ces localisations. Vous l'avez vu avec notamment la progression de la masse en thoracique qui vient menacer le fourreau dural. Et cette progression est suffisante pour classer la pathologie comme étant une pathologie progressive. J'espère que cette analyse en direct vous aura intéressé. Ce qu'il faut retenir, c'est le rôle central du scanner, et notamment le scanner cérébral et thoraco-abdominopelvien pour l'évaluation initiale et de la réponse thérapeutique en oncologie. Alors, je vous ai donné ici l'exemple de l'oncologie thoracique, puisque c'est ma spécialité, mais c'est pareil pour toute l'oncologie, que ce soit de l'oncologie viscérale, de l'oncologie gynéco, de l'oncologie urinaire. La réponse en imagerie est une caractéristique essentielle pour pouvoir statuer sur la poursuite ou non des thérapeutiques. On a vu comment est-ce qu'on évaluait cette réponse avec des critères qui on essaye de vouloir objectifs et notamment des mesures, grand diamètre, petit diamètre. On a vu qu'il fallait avoir une analyse complète. Là, j'ai essayé de faire ça de manière assez rapide, mais en vérité, quand vous avez un scanner thoraco-abdominopelvien comme ceci à comparer à parfois 1, parfois 2, parfois 10 examens antérieurs, voilà, là, ça va durer 15 ou 20 minutes la vidéo, mais en vrai, ça vous prend 1 heure pour tout regarder correctement, faire un compte-rendu qui soit bien carré, qui reprend tout, et ça, c'est un temps qui est long, c'est un temps qui est important, puisque derrière, c'est quelque chose d'indispensable pour l'oncologue. Et enfin,
on l'a vu, l'oncologie, il peut y avoir aussi des urgences, hein, comme ici, hein, la mise en évidence de cette localisation secondaire vertébrale potentiellement dangereuse pour le fourreau dural avec un risque de compression médulaire. Eh bien ça, c'est quelque chose à signaler à l'oncologue. Fréquemment, on va retrouver soit des localisations potentiellement dangereuses, soit par exemple des embolies pulmonaires, soit d'autres complications, pneumothorax, hémoptysie, occlusion digestive, etc., qui nécessitent évidemment une bonne collaboration et communication avec l'oncologue référent. Voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur ce dossier démonstratif. N'hésitez pas à poser des questions ou à commenter. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!